Builders Against Destroyers. Ok, Bad, nouvelle émission. J'espère que le peuple va bien. Parce que moi, pour ma part, je suis un peu sur le stress avec toute cette actualité de merde. Bon, le peuple, on va dire que faut positiver, hein. Il faut juste commenter. Malheureusement, on n'a pas la force de faire plus. Aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Kamel Guémari. Ceux qui le connaissent savent que hashtag l'après-M, hashtag ancien McDonald's. On va en parler tout à l'heure. Tu vas bien? On se dit bonjour. Bonjour, content d'entendre parler du peuple parce que nous, on a lancé cette initiative qui est la part du peuple, Ouais. et de pouvoir réaliser ce fameux hétérotopie. Donc, et comme on dit à cœur vaillant, dans la vie, rien n'est impossible. Et tu vois, j'invite pas n'importe qui. Je sais qui j'invite. En général, il y a une logique. Ouais, donc je disais, je suis pas très content, mais je pense comme beaucoup de monde. Donc on va commencer sur... donc l'émission, c'est Builder Against Destroyer. Les bâtisseurs contre les destructeurs. Notre invité est un bâtisseur, j'espère l'être aussi. Et là, on va parler de destructeurs. Parce que là, il y a une actualité. À la base, c'est la météo, on va se dire, on n'y peut rien. Il y a eu un gros cyclone qu'on a appelé Chido à Mayotte. Bon, habituellement, je parle surtout de l'actualité marseillaise, mais là, il y a énormément de Mahorais et de Comoriens sur la ville de Marseille, donc ils sont vraiment concernés et touchés. Il y a des gens qui cherchent à avoir des nouvelles de leur famille. Et si j'en parle, en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un peu, tu sais, ce qui s'était passé aux États-Unis. Exactement, La tempête Katrina. c'est ça. On n'est pas encore sur les mêmes délais, mais presque. C'est quand même une tempête qui a eu lieu samedi. Là, on est mardi. Le Premier ministre, hier soir, il était dans sa ville de Pau, parce qu'il n'a pas compris qu'on l'avait nommé Premier ministre. Président de la République, pareil. Il aime bien le vent de la France. Voilà, il y a le ministre de l'Intérieur qui est sur place. Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu sais que la tempête, elle arrive, tu le sais une semaine avant, je sais pas, branche ton putain de cerveau et anticipe. Normalement, dans un pays de droits de l'homme. Et je ne comprends pas en fait. À chaque fois, on attend que ça pète et après, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils l'avaient annoncé, même là en métropole, 2-3 jours avant, on le savait que ça allait arriver. Et il y a des avions qui commencent à arriver, tu vois. Et ça, moi, ça me rend fou en fait. C'est-à-dire que déjà le Premier ministre, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire. Déjà, quand j'ai appris qu'il était Premier ministre, j'ai appelé des gens, j'ai dit c'est une blague. Non mais le gars, il a des casseroles au cul quand même. Il y a un procès qui n'est pas terminé pour lui. Il y a le parquet qui a fait appel pour détournement de fonds publics, emploi fictif. Exactement. Donc, enfin, bon, je ne sais pas dans quel monde on vit. Bref. Et par exemple, si c'était un cyclone qui était arrivé en Bretagne, tu penses qu'on parlerait autant de sujets différents là, sur BFM, CNews? Ah non. C'est fou quand même. Ça serait en Bretagne, ça serait 24/24. Eh ben, c'est 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, C'est un truc de fou. Enfin bon, bref. Certains vont dire, ne sois pas étonné, on connaît le traitement médiatique de la France, on sait pourquoi ils en parlent moins. Mais voilà, t'as voulu garder une colonie, respecte les gens un minimum. Enfin, je sais pas, tu vois. Et le truc, c'est que c'est comme le traitement, tu vois, quand tu les écoutes, ils te disent c'est une catastrophe parce que c'est les bidonvilles qui se sont effondrés. Mais déjà, de dire bidonville dans ta bouche, on devrait avoir honte, quoi. On le considère comme un territoire français et les gens ils vivent sous le date-tôle depuis des dizaines d'années. Et ça ne change pas. Et ça nous fait rappeler à des souvenirs dans les années 60, 70. Ouais. Ici, en France, on était, nous, en tant que Maghrébins, la honte de la France. Ils nous ont cloisonnés dans des bidonvilles. Ça, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, pour aller bosser chez Renault. Exactement. Ouais. Quand on voit ces êtres humains qu'on arrive à les cloisonner dans des bidonvilles, sous des toits en tôle, c'est horrible. Ça ne devrait pas exister. Et quand tu entends parler de Mayotte, en général, dans l'année, c'est pour l'insécurité et pour les Comoriens qui viennent à Mayotte. Donc, du coup, qui en deviennent des sans-papiers, quoi, tu vois. Mais on te parle que de ça. Mais il y a une urgence là-bas. C'est comme la Guadeloupe, la Martinique.
On va te parler de ça quand les gars ils commencent à se révolter. Mais la révolte, tu peux la faire tous les jours. Enfin, c'est indécent. Et enfin voilà, le traitement il est fou. Et par exemple, si les gens savent pas bien où se trouve Mayotte, ok, c'est sur le côté de l'Afrique, au-dessus de Madagascar. Là, ils ont dit qu'ils vont faire des ponts aériens depuis la Réunion. Ok, donc la Réunion, ça fait quand même un peu plus loin pour faire un pont aérien. Sinon, tu pouvais... Je pense, tu vois, t'es la France. Tu peux dire, il y a une tempête qui arrive à Mayotte. 24 heures avant, on va poser des avions, par exemple aux Comores, dans le nord de Madagascar, ou sur l'est du Mozambique. C'est beaucoup plus près que la Réunion. Tu vois, on laisse passer la tempête et on débarque 1 heure après. Exactement. Normalement. Mais non, je sais pas. Peut-être je suis un génie, hein, j'ai des idées de fou. Non, mais tu vois, je comprends pas en fait qu'ils réfléchissent pas comme ça. Ils réfléchissent pas comme ça. Et là, ça fait 4 jours que la tempête elle est passée. Tu regardes des vidéos, pour le peu de vidéos qu'on arrive à avoir, parce qu'ils ont même plus Internet. Il y a encore des arbres sur des maisons, il n'y a rien qui est déblayé. Ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'eau, ils sont dans des... Alors, ils vont se défendre, ils vont dire qu'il y avait un peu la Croix-Rouge, un peu de gendarmes en plus, etc. Mais je veux dire, le gros, tout ce qui est logistique, ça, tu pouvais le prévoir. Le mettre aux abords de l'île et attendre que la tempête passe et venir tout de suite. Là, il y a des inondations maintenant, même dans les terres. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, bref, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'internet. Alors pareil, sur le nombre de personnes décédées, ça fait quand même 4 jours. Ils nous disent, on ne peut pas savoir combien de personnes sont décédées. Évidemment, si les gens sont sous la tôle et qu'il n'y a pas assez de gens pour porter secours, ça se comprend. Mais il y a quand même un mec qui a réussi à dire à la télévision, tranquillement, « Ouais, mais vous savez, dans la tradition musulmane, on enterre les corps le lendemain, donc on ne saura pas qui est mort, on ne saura pas combien. » C'est une honte. Non, mais c'est une honte. Mais ils ont un tel degré de méconnaissance des sujets dont ils parlent. Mais tu imagines un peuple qui va enterrer ses morts sans savoir c'est qui, sans savoir combien, mais c'est n'importe quoi. Ils arrivent à dire des choses comme ça. Tu vois, je sais plus quel humoriste disait ça, il y a un moment donné, ils vont faire le lien avec l'islam. Oh. Et même là, ils y arrivent. L'islam a un bon dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bref, donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour et on a une grande pensée pour les victimes, les familles sur place, les familles à Marseille. Ouais. Je voulais dire, il y a la communauté marseillaise et marseillais qui est en train de s'organiser et nous, on appelle à toute personne qui a un grand cœur et qui veut faire un don. Et on est un petit relais pour pouvoir ramener que ce soit des habits, des denrées alimentaires, des pansements, des trucs un peu qui peuvent leur apporter de l'aide. Venez à l'APREM, déposez à l'APREM et nous on fera le relais avec toutes ces associations-là qui sont en train de s'organiser pour pouvoir essayer de donner un coup de main à cette population qui aujourd'hui vit un drame et qui ont subi une catastrophe. C'est comme nos amis espagnols, il n'y a pas très longtemps aussi, on a essayé de donner un coup de main comme on pouvait avec les South Winners, avec l'association Renaissance. Donc on a amené quelques camions et des tonnes de denrées, de pansements, etc. Donc on est prêt à le faire pour nos amis, nos frères et sœurs qui se trouvent à Mayotte et qui sont livrés à eux-mêmes. Eh ben, merci à l'APREM, c'est une super initiative de réagir vite. Donc rendez-vous à l'APREM si vous avez effectivement tout ce qui est pharmaceutique, des vêtements, etc. Vous allez à l'APREM, vous pouvez les déposer. Et soyez sûr que ça arrivera à Mayotte, au moins ça on en est sûr. Et tu vois, tu parlais de Valence en Espagne, c'est pareil, tu vois, tu dis, l'Espagne ça va, mais même là-bas, c'était compliqué de se mettre en route quoi, pour les secours. Enfin, les gens, eux, ils étaient livrés à eux-mêmes dans un pays comme l'Espagne. Exactement. C'est vraiment qu'on a des gens aux commandes, je ne vais pas dire dans tous les pays pour pas généraliser, mais presque, qui anticipent rien du tout, quoi. Mais... La plupart de ces personnes-là ne voient pas plus loin que leur nez. Et ils se suffisent à eux-mêmes et ils ont oublié qu'ils ont été élus par le peuple, pour le peuple.
Mais une fois qu'ils sont assiégés sur ces fauteuils très confortables, ben, ils oublient d'où ils viennent. C'est ça le problème, c'est le confort. Tu fais ça à l'échelle d'une entreprise, ta boîte elle coule en 6 mois. Tellement t'anticipes pas. Exactement. C'est fou quoi. Bon, écoute, on va mettre un petit peu de musique, 5 minutes. On va mettre Tonton KRS-One. Et puis on revient tout de suite et on parle de toi et de l'après-m. Cool. Et force à tous les Mahorais et les Comoriens de Marseille et d'ailleurs. Bad. Builders against destroyers. Ok, on est de retour sur Bad. Donc, pour les petits jeunes, c'était KRS-One. C'est à l'ancienne, il faisait des morceaux avec 3 couplets, 4 minutes. Voilà, c'était pas mal. Hein. Bon, maintenant, on va passer à notre bâtisseur du jour, donc Kamel Guémari, qui est à la base de cette histoire de l'après-M, devenu légendaire à Marseille, et même dans toute la France, je pense. Un McDonald's qui a été récupéré par ses employés et qui maintenant s'appelle l'après-M. Voilà, j'ai plein de questions. Alors d'abord, Kamel, toi, t'es rentré chez McDo, très jeune. En 98. Équipier polyvalent. Exactement. Alors moi, j'ai connu McDo aussi, c'est quelques années de ma vie. J'ai fait comme toi, équipier, après je suis passé un peu manager, responsable, tout ça. Donc je vois un peu de quoi on parle quand on va parler finance tout à l'heure. Mais ouais, donc tu as connu l'équipement rouge, la casquette et tout, là, c'est ça? Ouais, à l'époque, en 98, on était en jaune. Après, ça a changé, c'est devenu en rouge. Moi, c'était un peu plus tard, ouais. Ok. Et donc, tu as gravi les échelons jusqu'à être directeur adjoint, c'est ça? J'étais directeur adjoint et responsable de formation sur 6 restaurants. D'accord, ok. Donc tu étais sur... c'est quoi la franchise avait 6 restaurants? La franchise, elle avait 6 restaurants. Elle avait Saint-Victoré, Vitrolles, Grand Littoral, Blancarde, Saint-Barthélemy et plein de campagnes. D'accord. Donc, en fait, à la base, on était sur une franchise de 24 restaurants, 1200 salariés. Wow. Notre ancien franchisé s'appelait Francesco Breccia, qui était italien, assez charismatique. Donc, c'était un personnage et on a vachement lutté pour pouvoir avoir un 13e mois, une participation bénéfice, des primes trimestrielles, des heures de nuit, le taxi à partir de 22 heures pour des travailleuses et des travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux quand il n'y a pas de transport en commun. Ouais. Tous ces avantages et ces droits, dire des acquis, mais pour nous c'est des droits. Avec les années, on a commencé à les voir disparaître à la vente des restaurants parce qu'au bout de 20 ans de franchise, ce franchisé est rentré en guerre avec McDonald's. Ouais. Et McDonald's, doucement, lui retirait ses restaurants. L'un des premiers restaurants qu'on lui a retiré, c'était le restaurant de Bonneveine et Canebière, au bout de 20 ans de franchise. Et là, on a commencé à l'affaiblir alors que c'était le plus grand franchisé de France et l'un des plus grands franchisés même d'Europe. Mais quand tu dis lui retirer les restaurants, c'est de quelle manière? Lui enlever, au bout de 20 ans de franchise, il ne lui renouvelait pas le bail de franchise. D'accord. Et ça a été une dispute entre lui et l'ex-président McDonald's France, qui était Jean-Pierre Petit. Donc nous, on s'est retrouvés en tant que dommage collatéral. On avait des avantages, on avait un CE qu'on a réussi à créer avec une unité économique et sociale. On était les salariés les mieux payés de France. Ouais. Enfin, chez McDo, pas de France. Non, mais chez McDo. Chez McDo, bien sûr. Quand je dis les salariés les mieux payés de France, c'est chez McDo, bien sûr. Et ça a été, on avait un ancrage syndical très, très fort et très actif.
Et par la vente de ces restaurants, doucement, au bout de 13 mois et 2 mois, il dénonçait ces accords, il faisait disparaître le 13e mois, la participation bénéfice, les primes trimestrielles, les heures de nuit, etc. Nous, quand on a vu ça... McDo France, il revendait un autre franchisé ou un il autre franchisé, un autre franchisé, que ce franchisé s'appelait Mohamed Abbassi. Ce Mohamed Abbassi, c'est un requin déguisé en dauphin. C'était un ancien syndicaliste qui a rendu service à McDonald's France et pour bon loyaux service, on l'a parachuté sur Marseille pour pouvoir récupérer quelques marchés. Donc, ce fameux franchisé, quand nous, on a commencé à voir qu'il pratiquait le dumping social, ça a commencé un peu à nous mettre en colère parce qu'on s'est dit, si on laisse faire, toute cette sueur qu'on a pu sacrifier, elle va disparaître du jour au lendemain. Donc, là où on est rentré il y a eu un bras de fer entre McDonald's et notre ancien franchisé qui était Francesco Breccia. C'était sur le restaurant de la Valentine, qui était un restaurant qui générait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui était un poumon de la structure. Quand on lui a enlevé ce restaurant, donc le franchisé, on lui a arraché un poumon. Et la structure, elle commençait doucement à s'affaiblir, à se réduire. Et on voyait que ce dumping social, il commençait à se pratiquer dans d'autres restaurants. Et là, on s'est mis en colère et avec des camarades et des collègues, on a commencé à bloquer la plateforme de distribution. Qui était à l'époque LR Service, qui aujourd'hui s'appelle Eastbolt, qui se trouve à Luynes. Donc on a réussi à paralyser 215 McDo. Wow. Pendant 8 jours, il y avait un bras de fer. Attends, j'applaudis. Sachant qu'un McDonald's fait à peu près 10 000 euros par jour, fois 215, on parle à 1 million d'euros là. Et là, ce fameux vice-président qui était à l'époque... directeur régional, Christophe Chapuis, qui était descendu, il m'a dit Kamal, je t'en supplie, il m'a supplié. J'ai dit un vice-président qui supplie un salarié, un hamburger sauvage, ou comme il m'appelait l'Apache ou l'Indien, il est de sortie, de les aider à sortir de cette situation. Je leur ai dit à une seule condition, qu'on puisse mettre une charte sociale en place. Parce que pour nous, il était hors de question que des travailleuses et des travailleurs d'autres restaurants, qu'on a toutes et tous les mêmes embauches, les mêmes formations, les mêmes évolutions, et que l'hamburger, il ait le même goût d'un restaurant à un autre, qu'on se dévoue de la charte sociale et qu'on n'a pas les mêmes traitements. Par contre, on peut mettre en place une charte d'environnement. On peut mettre en place une charte de carrelage de toilettes, mais la charte sociale, non, chez McDonald's. Ça, c'est horrible. Et nous, on a commencé à se bagarrer pour, de se dire un minimum pour tous, un 13e mois, et une participation bénéfice, etc. Donc, de là, on a réussi à sortir avec une très, très belle victoire. On a réussi à contractualiser nos accords d'entreprise. Le 13e mois, c'est devenu dans le contrat, on a fait une annexe au contrat avec le 13e mois, la participation bénéfice, les primes trimestrielles. Et on s'est dit, peu importe quel franchisé pourra venir nous récupérer, il pourra dénoncer ce qu'il veut, mais pas les contrats de travail. De là, ils ont accepté, mais ils ont reculé pour mieux sauter. Donc on a commencé à devenir un modèle social un peu dangereux aux yeux de McDo quand je remercie la Marseillaise, le Journal de l'Humanité qui ont réussi à relayer la Provence, nos luttes. Les collègues de Rouen se sont intéressés à nous, les collègues de Paris ils se sont intéressés à nous, on a commencé à monter, commencé à échanger un peu nos galères, nos misères, nos souffrances et partager nos expériences. On a commencé à planter des graines à Rouen, à Lyon, à Paris, à Lille, à Nice,
dans pas mal d'autres villes. Et là, McDonald's, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est ce village gaulois un peu basané dans ces quartiers nord qui sont en train de nous foutre le dawa ou le bordel. Est en train d'éveiller des consciences. Ouais. Parce que pour que les gens comprennent bien, tu dis il n'y a pas de charte sociale chez McDo, mais en fait, ça ressemble à salaire SMIC, contrat à mi-temps. Il y a très peu de temps plein. Et il y a aussi la prime de coupure. Oui. Donc quand tu as une coupure qui est trop grande dans la journée, si tu viens faire le service du midi et le service du soir, normalement, tu as une prime de coupure parce que c'est la loi. Exactement. Et donc, quand tu fais les plannings, on te dit, par contre, ceux du midi, les fais pas venir le soir, sinon ça fait une prime. Voilà, on est sur quelques euros, mais voilà. Ah, mais quelques euros fois des centaines de salariés, ça fait des milliers d'euros. Mais donc, ouais. Ils savent compter. Hein. Mais oui, ils savent compter, ouais, très bien. Ouais. De là, nous, on a commencé à s'auto-organiser. On a créé un Facebook. Les collègues de Paris ont créé un. C'est les ingénieurs de chez McDonald's. Le collègue de Rouen, c'était vos droits chez McDonald's. Nous, droits rapides chez McDonald's. On a commencé un peu à relayer nos luttes, nos expériences, commencé à donner conseil à des travailleuses et des travailleurs au sein de cette entreprise. Mais le restaurant de Saint-Barthélemy n'était pas un restaurant comme les autres. C'était un restaurant, la plupart des travailleuses et des travailleurs, ils sont issus de familles monoparentales. Ouais. Quand on a un travail, on essaie de s'accrocher. Et la plupart des travailleuses et des travailleurs, ils étaient là depuis l'ouverture du restaurant, depuis 1992. Donc pour eux, quand on a un job, et c'est rare d'avoir des jobs dans ces quartiers nord. Et en plus, ce job-là, on apprend à t'aimer l'enseigne, on apprend à la valoriser et surtout à se déshumaniser parce qu'on est au service d'un système qui est rentable. Et même en évoluant, on arrive à reproduire ce qu'on subit inconsciemment. Et ça, c'est horrible de pouvoir manager, avoir ces méthodes de management d'un équipier polyvalent. On devient formateur, de formateur, on devient responsable de zone, de responsable de zone, on devient manager. On a le droit de discuter avec les managers, mais on n'a pas le droit de sortir avec les équipiers ou de pouvoir s'attabler avec des équipiers parce qu'il faut créer cette distance et de se sentir supérieur et responsable on peut être supérieur et responsable d'une table à garniture, mais pas d'un être. Oui. On doit... C'est vrai que jusqu'à là, jusqu'aux relations humaines, c'est vrai que tout est réglé, quoi. Bien sûr, on a une DRH, mais cette DRH, c'est une directrice de ressources financières ou matérielles, mais pas d'humain. Ouais. Pour eux, on n'est que des chiffres et des pions. Et moi, par mon expérience, j'ai jamais vu un salarié de base atteindre l'âge de la retraite chez McDonald's. Et quand je vous dis que nous, dans ces quartiers nord, dans ce McDonald's, on n'était pas un restaurant comme les autres parce que la plupart des travailleuses et des travailleurs au sein des autres restaurants, ce sont des étudiantes et des étudiants. Donc, c'est ce que j'allais te dire. Le turnover, il est très élevé. Il y a ça, et du coup, McDo profite aussi de la situation catastrophique des étudiants en France, qui sont toujours en train de galérer, obligés d'avoir un petit boulot pour payer leurs études et tout ça. Et du coup, ils arrivent souvent en restauration rapide. Bien sûr, et ils n'ont pas le temps de s'auto-organiser pour pouvoir faire valoir leurs droits, ou ils n'ont pas le temps d'améliorer leurs conditions de travail. Comparé à nous, quand on a ce travail-là, on essaye de s'accrocher. On était une famille dans ce restaurant et la famille était bien plus grande que ces 77 salariés qui existaient. C'était le quartier, c'était la place du village. Dans ce restaurant, il y avait des familles qui sont venues fêter l'anniversaire de leurs enfants et leurs enfants ont fêté l'anniversaire de leurs enfants. Donc, il y a une intergénération qui s'est créée à travers cette place du village. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, il y a des personnes qui se donnaient rendez-vous pour vendre leur voiture ou pour pouvoir se retrouver. Ouais, donc, pour que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Saint-Barthélemy, c'est pas les terrasses du port. Ah non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas foule de commerce, foule de trucs à faire. Voilà, c'est vrai que quand tu as le McDo qui est là, au bord de la route, sur ce rond-point,
Ben ouais, la place du village, comme tu dis. Bien sûr, quand on a envie de sortir de son quartier et oublier un petit moment d'oublier cette petite misère qui est accentuée dans nos quartiers, cet abandon, on arrive dans cette petite place du village, on peut rencontrer des personnes qui viennent d'Aubagne, d'Aix, du centre-ville, d'autres cités. Et il y a une diversité extraordinaire qu'on retrouve dans cette place du village. Et nous, on n'a jamais voulu qu'elle cesse. Moi, personnellement, quand je suis rentré dans ce restaurant, j'avais 16 ans et demi. J'étais un enfant en perte de confiance en moi. J'avais un rêve, comme tout enfant des quartiers nord, qu'on ne devrait pas avoir ce rêve-là. J'avais ce rêve qui est de pouvoir trouver un travail, d'arriver à m'en sortir dans ma vie, de construire une famille, d'avoir un toit, de m'acheter une voiture, de vivre dignement. Alors qu'en tant qu'enfant, quand on a 16, 17 ans, on rêverait de pouvoir faire le tour du monde, de monter sur la Lune, etc. Donc on s'est dit, voilà, quand on a un travail comme ça, on essaye de s'accrocher. Cet outil de travail m'a aidé à reprendre confiance en moi. M'a aidé à apprendre à travailler en équipe, m'a aidé à avoir une perspective d'évolution de carrière, d'équipier à formateur, de formateur à responsable de zone, de responsable de zone à manager, et d'être sous-directeur et responsable de formation. Donc, à travers un outil, même si on a eu un échec scolaire, on arrive à reprendre confiance en soi et on arrive à maîtriser, que ce soit la gestion des stocks, le planning, le plan de rush, et de savoir qu'est-ce que c'est des chiffres et comment les lire ou les manipuler. Mais c'est important ce que tu dis, parce que tu as beaucoup de jeunes qui sont dans une espèce d'isolement social et qui ne se rendent pas compte que même prendre n'importe quel petit boulot, tu vas rentrer dans une équipe, tu vas rencontrer des gens et tu refais du lien social. Exactement. Et ça, c'est super important, surtout à notre époque où quand tu n'as pas de lien social, tu vas te réfugier dans ton téléphone et tu vas scroller toute la journée et ça ne s'arrange pas. C'est ça, mais même le système, je ne sais pas si vous avez vu pendant le confinement, nous radoter le maintien de cette distanciation sociale. Le maintien de cette distanciation sociale, c'est violent. C'est violent quand on arrive à ancrer ça dans la tête d'un enfant ou d'un être humain, de maintenir cette distanciation sociale. Nous, on n'accepte pas ça. On peut maintenir nos distanciations physiques, sanitaires, mais pas sociales. Et il y a quand même des messages subliminaux qui passent et qui sont ancrés en nous et qu'on arrive à s'isoler inconsciemment. Ouais, c'est vrai. Chacun son téléphone et parlez pas aux autres. Par contre, mettez la carte bleue aussi dans le téléphone. N'oubliez pas d'acheter, quoi. Ok, et du coup, comment on en arrive à... Il y a une décision de fermeture du McDo, c'est ça? Avant la décision de fermeture, il y a eu une tentative de corruption. Bien sûr, comme j'ai été gênant. L'histoire des 700 000? Exactement. Ah, vas-y, raconte-nous. C'est comme si vous disiez à un capitaine d'un bateau, vous allez quitter le bateau avant vos passagers. Non, c'est pas possible. Je suis peut-être capitaine. C'est quoi? On t'a proposé une somme de 700 000 euros pour te taire et partir? On m'a proposé une somme de 700 000 euros pour me taire et partir parce qu'ils savaient que j'avais la capacité et l'intelligence de leur faire perdre beaucoup plus. Il y a des gens, tu leur donnes que 7 000, ils auraient fait le choix. Il y a eu des personnes qui se sont trahies à eux-mêmes parce qu'ils pensaient qu'ils nous ont trahis, ou la trahison, quand on trahit quelqu'un, on ne trahit pas quelqu'un, on se trahit à soi-même. Ils ont récupéré des sommes, ils ont eu des promotions d'évolution pour pouvoir quitter la lutte et de pouvoir se retourner contre nous, ou de pouvoir faire des faux témoignages comme certains journaux ont dénoncé à hauteur de 25 000 euros, un faux témoignage à 25 000 euros. Donc, ça a été des moments douloureux, des moments, même moi, j'étais
je suis rentré dans un doute et les collègues, ma famille s'est retournée contre moi, me disaient mais j'étais un fou, on me prenait pour un trou du cul, me disaient mais prends ton argent et arrête parce que tes collègues vont se retourner contre toi, tes collègues tu vas pas les retrouver, tes collègues si tu fais ça pour les collègues, déjà premièrement mes collègues même si je les retrouve pas et s'ils me tournent le dos, j'en ai rien à foutre, moi je ne trahis pas une confiance que ces personnes-là m'ont donnée parce qu'ils m'ont élu en tant que leur représentant. Et même si demain ils se retourneraient contre moi, ben moi je resterai droit dans mes bottes parce que je suis loyal à ce territoire-là. C'est une histoire de loyauté. Et ce territoire m'a donné l'opportunité d'exister. À 700 000 euros, ouais, c'était loyal. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas été loyaux, je te le dis. Hein. Ça. Mais moi, ce qui me rend. C'est la somme. Elle est folle, la somme. Pourquoi 700 000 700 000 parce que quand on... Non, mais c'est des tarifs de parrain de la mafia, ça. Tu veux récupérer un terrain, tu vas dire, tiens, je te donne 700 000. Mais un McDo, wow, quand même. Pour eux, c'est rien du tout, 700 000. Ouais. C'est 700 000 euros. Ben, on a pu donner des restaurants gratuitement aux franchisés qui nous a récupérés. Ouais. On lui a donné 6 restaurants et pour 0 euros, des restaurants qui généraient des 4 millions, 5 millions d'euros. Donc, c'était pas une histoire d'argent. Est-ce que ça a été dénoncé, cette tentative de corruption ? Oui, j'ai pas hésité de dénoncer. Et ce que j'ai essayé de faire, moi, de ne pas rentrer dans le doute et de ne pas mettre le doute à mes camarades. Et après, ils savent, même ils peuvent m'attaquer pour diffamation, pour ce qu'ils veulent. Mais la seule chose qu'ils savent, que tout ce que j'ai pu faire et toutes les discussions que j'ai pu mener, je les ai enregistrées. Je les ai enregistrées pas pour les dénoncer, mais pour être transparent avec tous ces collègues et ses camarades qui m'ont donné leur confiance. Quand je finissais la discussion avec eux, ils me disaient alors qu'est-ce qui s'est passé. Je leur disais, moi, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé et comment vous apercevez la chose. J'ai appuyé sur le bouton et je les laissais écouter l'enregistrement. Et eux, ils faisaient leur point. C'est à eux de faire un peu leur bilan, quoi. Leur bilan. Et moi, j'étais que au service de cette cause et j'ai essayé d'honorer leur confiance. Parce qu'en face de moi, je savais qu'il y avait des requins déguisés en dauphins. Et ils cherchaient à me corrompre pour pouvoir... pour mon intérêt personnel, alors que je ne m'appartenais pas. J'appartenais à ce mandat-là et je voulais faire honneur à ces personnes-là qui m'ont élu en tant que représentant en tant que représentant de salariés et même de faire honneur à ces travailleuses et ces travailleurs, de ne pas flancher face à ces pratiques. Ça a été vraiment des moments où j'en dormais plus parce que il y avait des moments très difficiles où des collègues qui me passaient pour un menteur, pour un corrompu. Je me disais bon, peut-être je prends mon argent et je me casse, mais non, je peux pas parce que c'est pas pour eux que je me bats, c'est pas pour ces travailleuses et ces travailleurs, je me bats pour ces personnes-là qui aimeraient que je leur tende de la main ou qu'on leur tende de la main à qui on connaît pas, qui sont dans la même situation que moi j'étais avant, et ces personnes-là n'ont pas d'odeur et de couleur, car la misère n'a pas d'odeur et de couleur, et de pouvoir maintenir cet ascenseur social. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à garder un peu les pieds sur terre et essayer de me donner raison. Je combattais pas mes collègues qui étaient corrompus, je me combattais à moi-même, à mes envies, mes désirs, mes plaisirs, et à mon ego, qui ne puisse pas prendre le dessus et me dire non, cherchons la raison, et la raison elle est devant nous, elle n'est pas à côté. Bravo à toi, hein, c'est honorable. Merci. Comme je te dis, il y a peu de gens qui auraient fait comme toi. Non, après, aussi, je remercie énormément toutes ces personnes-là, parce qu'une main n'applaudit jamais seule. Tous ces militants qui ont participé dans cette lutte. Je me dis, si je prends mon argent,
le regard de ces militants-là qui m'ont fait confiance, qui sont venus, qui ont dormi avec moi dans ces restaurants ou dans d'autres restaurants, ou manifesté pour notre cause, moi, je vais prendre mon argent et je veux leur dire merci, ciao, je vous dois rien. Non, j'avais honte de ça, j'étais mal, je n'arrivais pas à pouvoir penser que moi, j'allais prendre cet argent-là et tourner le dos à toutes ces personnes-là qui ont sacrifié leur temps de vie ou leur travail pour venir lutter pour cette cause-là. Et l'argent, il ne nous suit pas dans la tombe. L'argent, elle contribue à un besoin, mais elle ne fait pas le bonheur. Ouais, le bonheur, on le retrouve à travers les uns et les autres. Et donc, alors après ça, vous occupez le McDo, ça s'appelle l'après-M. Et là, il y a la mairie qui intervient. Il y a eu cette tentative de vente de restaurant parce que un restaurant Ali Food, qui est un restaurant asiatique halal, on s'est dit mais merde, ils se moquent du monde parce que McDonald's, je dirais honte à eux, ils ont fait une étude de marché ethnique. Il disait que nous sommes une forte concentration de population musulmane dans ce secteur. C'est pour ça qu'on veut faire un restaurant asiatique halal. Alors que nous, déjà, on n'a jamais parlé de halal ou pas halal. Ça veut dire quoi? Dans ces quartiers-là, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Ils sont issus d'une confession religieuse, alors que pas loin, il y a une synagogue, pas loin, il y a une église, pas loin, il y a une mosquée. On ne veut pas qu'on soit cloisonné et stigmatisé, alors que nous, on respecte toute... être qui choisit ou pas sa religion, ou qui en a ou qui n'en a pas de religion. Pour nous, on regarde cet être humain qui a une âme, et sa carcasse, ça ne nous intéresse pas. C'est cette âme-là qui a besoin soit de travailler, soit d'un renseignement, soit d'un sourire. Suite à cette phrase, je fais un petit bisou à CNews, BFM TV. Aux journalistes. Ouais, parce que bon, ça rentre pas dans leur tête ce genre de discours. Il va falloir qu'ils revoient qu'est-ce que c'est la laïcité. Il nous reste 4 minutes, du coup, dis-moi. Donc, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? J'ai entendu que vous avez quand même des difficultés financières. On demande de nous aider à aider. Parce que... Oui, vous, avec les bénéfices du restaurant, c'est vrai qu'on l'a même pas dit encore, vous faites des colis alimentaires que vous distribuez aux gens qui en ont besoin. Parce que pour nous, il y en a qui ont choisi leur patron, que leur patron il porte des chemises, des cravates. Je dis très bien et big up à tous les bons patrons. Mais nous, on a choisi les nôtres, ce sont nos amis de la rue. Ce sont ces personnes-là qui viennent chaque lundi récupérer un colis alimentaire. Et toutes ces personnes à qui on livre les colis alimentaires chez eux, qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer, pour nous, c'est pour eux qu'on travaille et c'est pour eux qu'on essaye de remplir ces frigos-là, surtout pour des enfants qui partent à l'école le ventre vide. C'est très très difficile de pouvoir se concentrer et étudier le ventre vide. Donc on essaye d'apporter cette petite pierre à l'édifice et on est content de réaliser ce projet de vie qui veut dire village d'initiative d'entraide. Dans ce projet de vie, on arrive à se nourrir par le ventre, par l'esprit, par le cœur. Vous êtes des Black Panthers. Ah, ce sont nos exemples. Et les miens aussi. Je te jure, il n'y a pas mieux dans l'histoire. Ok. Donc, est-ce que vous avez besoin encore de... Enfin, j'imagine, de dons? On a besoin de clients aussi. Il faut que les gens viennent goûter. Il y a un sandwich qui s'appelle l'OVNI, qui existe nulle part ailleurs. Moi, je l'ai goûté, il est très bon. Et qui a été réalisé par l'un des plus grands chefs étoilés, qui est Gérald Paseda. Donc, big up à Gérald Paseda, qui est un homme extraordinaire et qui est cet OVNI étoilé, il est excellent et je demande à tout le monde de venir le goûter. Donc vous pouvez faire des dons à l'après-m, vous pouvez venir manger. Quand vous allez manger, vous savez que c'est de l'argent qui va servir à aussi faire des colis alimentaires. Exactement, et on pouvait aussi à distance prendre des menus suspendus. Ces menus suspendus, ils servent à livrer nos amis de la rue. Super. Vous commandez à distance, c'est pas pour vous, ça va aller à quelqu'un d'autre. Ça va aller à quelqu'un d'autre. Et nous, on fera honneur de ramener ces colis alimentaires. Et nous sommes contents qu'aujourd'hui, cet après-midi, qui veut dire l'après-misère, qui veut dire
association de préfiguration pour un restaurant économique et social. C'est comme ça qu'on devrait voir notre monde d'après. C'est le monde du partage. Merci à toi, Kamel. Vous pouvez retrouver l'après-midi sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez aussi mon asso People Unit sur les réseaux sociaux. Et on va parler bientôt de petites choses qu'on va mettre en place. Voilà. Merci à toi d'être venu. Bravo pour ce que vous faites. Après, comme on dit, la piraterie n'est jamais finie. Exactement. Parce qu'il y a toujours du besoin, malheureusement. Il y a plein de choses à faire à Marseille. Il y en a un taux de pauvreté qui est exécrable. Donc n'hésitez pas à aider chacun, vos voisins, le gars du coin qui est en bas, que vous croisez tous les jours. Un sourire, une petite monnaie, ça fait du bien. Merci à toi, Kamel. Merci à vous. Et puis on retrouve l'émission dans à peu près 2 semaines, le premier mardi du mois de janvier. Donc joyeuse fête à tout le monde. Et c'est reparti. Big up le peuple. Ciao. T'es anti-métissage, anti-noir, anti-arabe, anti-noir, anti-rome, t'as un cœur anti-tane, anti-sémite, anti-gitane, anti-voile, anti-kippa, anti-soutane, anti-alloc, anti-RSA, anti-Jacob, anti-femme, anti-Anissa, anti-couscous, anti-tieb, anti-lassa, putain mais t'as une vie de merde. Écoute, moi je suis anti-anti, j'ai pas de haine et ça je te le garantis. Tous debout, moi je suis anti-anti, mon people me suit ensemble on sourit. Écoute, moi je suis anti-anti, je fais ce que je peux, je ne suis qu'un apprenti. Et pendant que ta haine elle te ralentit, mon people me suit ensemble on fout le feu.